Très clairement, on est uniquement sur de la rhétorique et quand on utilise des chiffres, des données chiffrées qui sont faites par le CNRS, par les différentes agences qui peuvent exister, on voit bien que c'est complètement faux. Et puis, il y a la réalité, la vraie vie. Voilà, quand Elisabeth Borne a déclaré « Oh là là, au 1er janvier, plus de carte vitale », bon, ça tombait bien parce qu'il y avait une épidémie de grippe et que tout le monde utilisait sa carte vitale. Donc, on voit bien qu'on est dans le faux. Et donc, à chaque fois, faut reprendre tous les petits éléments qu'ils nous ont donnés et démontrer le contraire, faire des petits montages vidéo, des petites explications. Et on voit bien que ceux qui disent la vérité, c'est plutôt nous. Et ceux qui racontent des conneries, c'est plutôt eux. Alors, un des enjeux du livre, justement, c'était de s'intéresser au financement de l'extrême droite et au financement des médias qui défendent des idées d'extrême droite et, de manière générale, à tout ce qui permet de financer la diffusion de ce qu'on a appelé la diffusion et l'accroissement d'un bloc d'extrême droite. Donc c'est certain que de l'autre côté se pose aussi la question de comment peut se financer un bloc qui serait plutôt un bloc de gauche. Alors c'est un petit peu plus difficile pour un bloc de gauche parce que il est plus difficile pour un bloc de gauche pour des raisons d'orientation politique, de créer des liens ou des coalitions avec des fractions par exemple patronales et donc d'aller chercher de l'argent de ce côté-là. Néanmoins, il y a d'autres sources d'argent possibles, mais je pense que la principale c'est de se dire, en tout cas pour qui souhaiterait financer un bloc de gauche, qu'en fait ça doit beaucoup aussi reposer sur les citoyens eux-mêmes qui souhaitent se doter de leurs propres outils d'information, de leurs propres outils de réflexion et donc de les financer collectivement. Déjà, il y a un truc tout simple, c'est d'aller regarder ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Il a très clairement été clair. LFI, c'est pas de l'extrême gauche, c'est de la gauche. Et le Rassemblement national est bien lui d'extrême droite. Donc voilà, il y a un moment, les faits sont là et il faut arrêter de les contester, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a une volonté très claire de nous cornériser, de nous mettre à l'extrême gauche. Mais après tout, est-ce que c'est un gros mot d'être d'extrême gauche? Voilà, je suis pas persuadé. La réalité, c'est qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait faire et surtout de perdre finalement ce qu'ils ont volé aux gens au fil des années. Et donc voilà pourquoi ils essaient de nous cornériser et de nous faire passer pour des dangereux extrémistes. Une première impression, c'est que très impressionné parce qu'on est dans un endroit où j'ai jamais eu le droit d'y aller en tant que syndicaliste et en tant que manifestant, donc déjà assez impressionné. Moi, je remercie vraiment la France Insoumise et ce qu'elle a été capable de mettre en place pour m'aider à faire mon cabinet parlementaire, pour comprendre aussi les enjeux parce qu'on arrive dans un milieu qui est complètement opaque et qui est vraiment très différent de ce que j'ai connu auparavant. On est à Dijon réunis ce soir pour discuter du nouveau livre que vient de sortir l'Institut La Boétie aux éditions Amsterdam, qui s'appelle La résistible ascension de l'extrême droite, qui a été coordonné par Hugo Paletta, un sociologue, dont la préface a été réalisée par Joanne Chapoutot et la postface par Clémence Guettet. Et voilà. Un super livre de chevet. Exactement, un livre très complet en 3 parties avec des chapitres courts, accessible à un peu tout le monde et qui essaye de couvrir le plus possible des thématiques qui existent autour de cette question du développement de l'extrême droite.